je termine, le salaire du président de l'Assemblée nationale, le salaire du ministre, pourquoi ça doit être un tabou? Pourquoi on doit connaître le salaire d'un huissier? Pourquoi on ne connaîtrait pas? Quel est le taux, le fonctionnement? Effectivement, on va me dire que dans le budget. Mais écoutez, dans le budget, quand vous regardez la pratique et la réduction, vous allez voir que les gens sont allés au-delà des prévisions. Ils ont reçu cet argent où? Et qui contrôle qui? Et qui dit quoi par rapport à ces débordements? C'est tout ça qu'il faut véritablement domestiquer, cultiver dans les habitudes, dans les mœurs, pour que véritablement les gens disent la démocratie nous a servi à quelque chose. Mais si on n'est pas capable de dire que telle dotation ne correspond pas aux besoins réels d'un président de la République, ou d'un ministre, ou je sais pas, d'un gouverneur, quand vous êtes dans une province, le gouvernement provincial a des activités génératrices de recettes. Et que l'Assemblée provinciale est incapable de connaître combien d'argent, en dehors des impôts, en dehors des taxes, générés par exemple par le bus, générés par les taxis, générés par la construction des maisons. Tout ça, mon cher ami, on attendra longtemps. Et alors, il faut qu'il y ait véritablement, au niveau du sommet de l'État, au niveau des différentes provinces, qu'il y ait des personnes qui pensent qu'on peut véritablement connaître ce qu'on devra faire dans 30 ans et qu'il faut poser déjà là aujourd'hui. Ça, c'est important. Donc, la démocratie, on ne s'est pas battu pour rien. Justin, vous étiez encore jeune en 1990 et je suis en train de terminer. Oui. Nous, on était encore on finissait les études quand cette démocratie est arrivée, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup. Simplement parce qu'on s'estime que, bon, que le pays ne soit pas la marmite d'un groupe de personnes et que ce soit l'ensemble des citoyens qui véritablement doivent profiter au maximum de ce que cela représente en termes de revenus, etc. Et donc la démocratie constitue le socle. C'est vrai qu'à une certaine époque, Chirac l'avait dit, hein, c'est un luxe pour les Africains. Et qu'il est même allé jusqu'à dire qu'il n'y aura pas de démocratie sans développement économique. Je suis en train de le constater. La distanciation entre, l'inadéquation entre la recherche de la démocratie et la pauvreté. Oui. Et beaucoup de pauvres tombent dans le piège de ceux qui véritablement devraient faire cette répartition. Vous n'avez pas aussi l'impression, par rapport à tout ce que vous venez de dire là, que nos populations n'ont pas la maîtrise de la bonne notion même de la démocratie? Parce que pour certains, à cause parfois du manque d'éducation ou d'enseignement sur cette question-là, disent non, la démocratie c'est la liberté. Je ne suis pas obligé par exemple de payer les impôts. Je ne suis pas obligé par exemple de gérer correctement ce que je dois faire. Il peut piller, voler, c'est ça signifie la démocratie. Est-ce qu'on n'a pas manqué le temps d'éduquer aussi la population pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce que signifie la démocratie et quelles sont les valeurs de la démocratie? Parce que tous ce qui sont aujourd'hui dans les institutions, ce sont des gens qui sortent de notre société. Est-ce que nous avons vraiment éduquer suffisamment notre population pour qu'elle comprenne vraiment en profondeur ce que c'est cette démocratie? Pas du tout. On n'a pas beaucoup éduqué notre peuple. Vous savez que nous avons la démocratie elle-même, en fait, telle que la démocratie occidentale. C'est une donne importée. Hein? La République, elle est importée. Nous avons connu une démocratie juxtaposée qui est fondamentalement traditionnelle, qui n'est pas vraiment comme celle occidentale. Ça, c'est évident. Et donc, les questions de la fiscalité est une question fondamentalement occidentale et qui nécessite naturellement qu'on puisse internaliser toutes ces différentes mutations. Ça, c'est évident, encore que cela relève véritablement de la responsabilité de ceux qui ont la gestion de la République. Le grand malheur aujourd'hui, c'est que l'État ne sait pas identifier véritablement le besoin de ce que le besoin de renforcement des capacités de son peuple. Parce que, regardez, s'il y a un peuple, des citoyens regardants, s'il y a des citoyens qui peuvent aider l'État, à savoir que là-bas, il y a telle route, on a dit, bon, on a prévu 50 km, on a donné 50 millions, mais bon, on a dépensé 70 millions, et puis on n'a fait que 2 km. S'il n'y a pas des gens qui peuvent dire à l'État que voilà, pourquoi 50 millions prévus pour 50 km, on a fait seulement 2 km et puis on a dépensé 70 millions. S'il n'y a pas des gens, des journalistes courageux, ça ne peut pas avancer. Donc, sincèrement, cher Justin, c'est une responsabilité à nous tous. Partagée. Une responsabilité partagée. Mais il y a ce qu'on appelle, en technique, en systémique, le point d'amplification.
le point d'infiltration, c'est-à-dire l'entraîneur, le meneur. C'est lui qui donne l'impulsion. C'est lui qui, quand il parle, il y a des effets d'entraînement et embarque tout le monde vers une direction. Et c'est la politique. Et si la politique n'a pas une volonté très volontariste de pouvoir voir changer les choses, à ce moment-là, on entendra longtemps. On entendra longtemps. Et donc, c'est la politique qui organise. Regardez, vous avez les médias publics. Il faut voir. De quoi on parle dans ces médias publics? L'intoxication, l'endoctrinement, le matraquage des cerveaux, où on parle véritablement des questions qui permettent à notre peuple d'avancer. Dans beaucoup de pays, même dans des communes, vous avez par exemple des communes de 4 milliards de dollars de budget. Mais il y a des communes qui identifient des associations, qui font l'éducation civique, les associations qui font les routes, les associations qui font, je ne sais pas, l'agriculture, etc. Et on a un budget, on s'est dit, bon, on est tous acteurs, l'administration est là, voilà son rôle, les associations qui s'occupent des routes, voilà, le budget qui a été prévu sont alloués aux associations, l'autorité jette un regard, et on voit le résultat, et on appelle tout le monde, on fait l'évaluation, et on fait la régulation. J'ai vu ça aux États-Unis, à Montgomery. 4 milliards de dollars. Les affectations se font comme ça. Prenez par exemple les cas, bon, je ne vais pas citer trop les pays occidentaux, mais en fait, nous nous inspirons de ces pays-là. En Allemagne, vous avez l'opposition, 25% du budget. Au niveau de l'Assemblée, on donne l'opposition, l'argent pour construire des maisons, des bureaux, les fonds de fonctionnement, etc. Pourquoi? Parce que l'opposition doit contrôler. Si l'opposition n'a pas de moyens, elle risque d'être alimentaire. Et vous avez la volonté du parti qui gère de pouvoir octroyer des moyens à l'opposition, et l'opposition doit travailler pour permettre à ce que ceux qui travaillent aient peur, fassent attention par rapport à la réjection, et corrigent ce qu'ils sont en train de poser comme acte invraisemblable. Et ça, c'est la volonté. Et vous voyez ce pays se développer chaque jour, parce que personne n'est censé être propriétaire de la plantation. C'est très important. Et chez nous, c'est pas ça. Quand l'opposition veut faire tel travail, écoutez, bon, on est perçu comme état un ennemi, même pas un adversaire. Soit l'emprisonnement, soit des menaces, soit on vous recrute comme garçon de course et éventuellement faire le travail au profit de la majorité, etc. Et c'est de tout ça qui diminue véritablement la crédibilité qui est la nôtre et ce qui véritablement nous soumet à la pauvreté la plus abjecte. Parce que, sincèrement, il y a une étude du PNUD qui a été faite qui démontre que le Congo, notre pays, aujourd'hui, pour reprendre la situation de 1960, il faudrait faire 75 ans. Mais la situation aujourd'hui, à cause de l'impunité, à cause de l'égoïsme, de la cupidité à outrance, n'est-ce pas, de ceux qui véritablement doivent animer les institutions, eh bien, je pense que 75 ans, c'est trop peu. On peut aller à des siècles. Et tout cela ne peut changer que lorsqu'on a des dirigeants volontaristes, des dirigeants qui acceptent la démocratie, des dirigeants qui acceptent les critiques, des dirigeants qui acceptent de dialoguer avec les autres acteurs, et des dirigeants qui pensent que leur pays peut émerger à tel délai et qu'il faut poser tel acte pour que finalement on y arrive. Ça veut dire que c'est une responsabilité partagée. Les journalistes que nous sommes, vous aussi de la société civile, vous êtes aussi concernés par cette même situation. Mais je voudrais aussi qu'on voit un peu la situation de nos regroupements politiques dans notre pays. Sur d'autres sites, nous remarquons par exemple que les élections se font sur base surtout de questions d'intérêt économique. Ce sont les questions d'économie qui motivent les électeurs à choisir tel ou tel candidat, parce que la population, enfin, a comme besoin final que de voir sa situation économique et sociale être améliorée. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui plus de 400 partis politiques? Est-ce que ce parti que nous avons aujourd'hui ont des projets de société dans lesquels ils peuvent proposer aux populations de manière claire comment ils peuvent améliorer les conditions de vie de la population sur le plan économique et social? Parce que beaucoup, on parle souvent de l'état des droits, des libertés, sans oubliant que l'état des droits, les sociales, tout cela doit être financé par l'économie. Si on n'a pas une économie forte, on ne peut pas financer les sociales, on ne peut pas aussi avoir un bon état des droits.
C'est pas qu'est-ce que vous constatez dans nos regroupements politiques ici. Est-ce que vraiment il y a des projets de société qui peuvent réellement changer la vie économique et sociale du pays? Vous posez là une question très pertinente, Justin. C'est vrai que nous avons, dans les 400 partis politiques, chaque parti politique a un projet de société. Et généralement, ces projets de société sont de copier-coller. Hein, ils se déclarent libéral, mais quand vous regardez là-bas, c'est un le contenu, c'est un socio-démocrate. Et quand il se déclare socio-démocrate, bon, vous voyez, dans le contenu, c'est libéral. S'il est tombé sur un parti qui est libéral et qu'il a copié, eh bien, il essaye. Parce qu'on n'a pas de conviction, on n'a pas de clivage idéologique. Et même quand vous arrivez dans les assemblées, que ce soit au niveau national ou provincial, vous avez là, il n'y a pas de clivage idéologique. Il y a simplement un clivage des groupes de personnes derrière les individus. C'est ça le problème. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'économie qui est l'ouvrière de l'homme. Et donc la force d'un projet de société, d'un programme, c'est sa capacité de prospérer l'économie. Ça c'est évident. Et donc on a besoin qu'il y ait un débat de fond autour de cette question économique. Oui, justement. Et encore que cela soit consigné dans les projets, que cela soit consigné dans les projets de société. Est-ce que vous avez déjà vu des débats de fond, même tout ce que nous faisons à la télé? Appelez les partis politiques. Appelez même ceux qui sont au pouvoir pour qu'on vous dise très concrètement quelle est la ligne directionnelle sur le plan économique et ils optent pour quelle option et pour quelle idéologie. C'est très difficile. C'est très difficile. On n'a pas ces débats-là. Lorsque nous sommes, vous nous invitez, M. Yamba, viens avec telle ou telle personne. Les gens, non. Ils ne lisent pas. Moi, j'ai vu avec les élections 2011, des questions adressées. J'ai vu, hein, les gens ont défilé à la télé pour présenter les programmes de leurs chefs respectifs, ou même ceux qui étaient des candidats. Mais c'est regrettable, c'est maigrichant. Vous voyez là qu'il y a des gens qui sont incapables même de gérer les quartiers. Je m'excuse beaucoup, on va dire que Yambaba critiquait les gens, etc. Mais je me dis qu'en fait, si on écoute ce qui était dit, on écoute les uns les autres. Non, cher ami, même un quartier ne peut pas se développer parce que je connais à Kimanséré des quartiers de 59 000 habitants. Ça, c'est très grave. Donc, des gens qui n'ont aucune maîtrise, si ce n'est que, voilà, accéder à des responsabilités. Et bon, pas beaucoup d'efforts. C'est comme ça que vous voyez, beaucoup de provinces n'avancent pas. On leur a donné le pouvoir de gérer, mais on ne gère pas, on ne produit pas, on ne crée pas, on n'innove pas, et on est dans l'euphorie de la gestion, surtout qu'il n'y a pas d'inspecteur de personnes pour contrôler, et que la sanction n'a pas élu domicile dans notre pays. Donc, sincèrement, aujourd'hui, c'est difficile. Vous posez la question au gouverneur, quelle est sa politique économique? Il attend le réaliser quand? Dans combien de temps? Pour avoir quel résultat? C'est difficile. Et ça, on a besoin des journalistes professionnels. On a besoin des journalistes spécialisés sur ces questions-là. Ne serait-ce que pour entraîner. Et vous aussi, vous vous abstenez, vous faites une auto-censure pour ne pas poser des questions qui risquent véritablement de montrer, n'est-ce pas, le degré d'ignorance de la personne. Dans tout ça, qu'est-ce que la société civile fait pour faire avancer les choses? Mais je suis là en train de parler. Je suis là en train de parler. Je suis désolé de voir les résultats au niveau des provinces aujourd'hui. Je suis très inquiet de la qualité, par exemple, de personnel qui sont censés aujourd'hui être appelés excellence et ministres, qui n'ont aucune capacité d'innovation, aucune capacité de créativité, et qui laissent leurs provinces dans les différents, et qui se mettent ensemble pour générer des ressources qui leur donnent la possibilité de s'acheter des véhicules, de vivre aisément, et la population qui véritablement doit être gérée, vit croupie dans la misère la plus intolérable. Et la société civile ne peut que dire ça. Chacun doit faire son travail. Et quand je le dis, je pense qu'ils m'écoutent et ils doivent véritablement sanctionner. Parce que c'est incroyable qu'un pays comme le Congo, on puisse prétendre vivre dans la fierté parce qu'on a un budget de 8 milliards de dollars, dont près de la moitié doit venir de l'extérieur. Et vous savez, l'extérieur, avec toutes ces conditionnalités et notre crédibilité. Vous avez vu même la tribu de souveraineté qui est les élections, etc. Mais quand même, il faut avouer que nous venons de très loin. On n'avait même pas un billet de 2 milliards ici. Le gouvernement en place a fait la même chose. Vous êtes économiste. Il faut faire attention avec un budget réel et un budget nominal. Faites attention. Et lorsque on a un budget nominal de 8 milliards, je m'excuse beaucoup. Oui. Regardez. L'eau. Vous parlez de l'eau, non? 30%. À l'époque, Mobutu, dans les années 80, avait accès à l'eau. Mais nous avons un budget de moins d'1 milliard de dollars. Moins d'1 milliard de dollars. 30% avaient accès à l'eau. Dans les années 80. Aujourd'hui, on est à combien? Et l'eau, c'est combien de personnes? Non, mon cher ami, c'est pas ça. Hier, nous avons un budget de moins d'1 milliard.
Nous avions des avions, non? Il y avait l'Air Zaïre dans ce pays. Il y avait des bateaux de l'ONATRA. Aujourd'hui, on a 8 milliards. Dis-moi, il y a combien de bateaux de l'ONATRA opérationnels? Dis-moi, il y a combien d'avions? Vous voulez dire quoi que ce budget de... Même le balisage des 14 000 km de voies fluviales, comme des rivières, etc., inopérationnel. Le balisage. Non, mon cher ami, ce n'est pas l'argent. Vous savez qu'on peut avoir une croissance aujourd'hui. C'est une croissance de 8%. Vous savez qu'en Europe, c'est une croissance de 0. La France est en train de se battre aujourd'hui pour avoir une croissance plus 1. Mais écoutez, regardez la situation des Français. Et regardez notre situation, nous qui avons une croissance de 8%. Cher ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, effectivement, il y a une croissance. Et cette croissance, non seulement qu'elle ne permet pas de résoudre tous les problèmes, mais cet argent-là est utilisé dans bien des choses. Parce que cet argent, si elle était véritablement, il était affecté dans des services sociaux, je pense qu'on les recentrait. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est vrai que bon, il y a des infrastructures, etc., surtout dans les villes. Et les villes, ça aussi, généralement, oui. Les villes, généralement, mais il faut aller au niveau de savoir l'initial et le point d'arrivée. Nous avons 30 000 km de voies urbaines. Nous avons 145 000 km de routes à réflexionner. Nous avons 7 000 km de voies ferrées. 14 000 pour les voies fluviales. Alors maintenant, posons-nous la question, parce qu'on est en train de travailler pour savoir combien de ponts aujourd'hui. Parce que nous avons à peu près 3 500 ponts. On a réparé combien? On a réhabilité combien? C'est de tout ça qu'il faut. Et lorsque nous avons un ministre des infrastructures, lorsque nous avons un ministre des finances, nous avons un ministre des plans, c'est de tout ça qu'on doit nous dire que voilà, au terme de l'exercice 2013, nous avons prévu 1000 écoles, parce qu'on a parlé de 1000 écoles. On a construit combien? À quelle proportion? J'ai connu à un moment donné. Attention. Oui. J'ai connu à un moment donné ici. On a quelqu'un construit une école et il dit il a dépensé une école de 6 classes. Il a dépensé $600 000. Cher ami, nous avons les standards. Alors quand vous dites vous, société, vous faites quoi? Mais oui, moi j'ai dit il y a des standards. Il y a des standards. Et les députés, l'Assemblée là, hein? Est-ce qu'ils ne font pas un effort pour savoir les standards d'une école de 6 classes avec des toilettes? J'ai connu, par exemple, dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits où je suis arrivé à l'intérieur, etc. Vous avez reçu combien d'argent? Nous avons reçu 6 500 francs par mois, nous recevons. Et depuis quand? On donne depuis 2006. Vous avez réalisé quoi? Oh non, j'ai construit quoi? Une toilette, des toilettes. Et je suis allé voir là, une petite porte. Vous ne pouvez pas entrer dedans parce que ça pue. Et une fois, et depuis 2006, et personne ne le contrôle. Personne ne lui pose la question. Et quand vous savez, quand on remonte, donc celui qui a reçu, il reçoit beaucoup de milliards. Mais il n'a pas intérêt d'aller contrôler là parce qu'effectivement, personne ne lui contrôle à partir de Kinshasa. C'est tout ça. Et le pays est dans cette situation-là. Alors maintenant, il faut véritablement la démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut qu'il y ait des volontés agissantes de ceux qui gèrent la République. Pour savoir que nous sommes un pays, un grand pays, 120 fois le Luxembourg. Je veux que je termine. M. Ambayamba, en dehors des médias par exemple, quelles sont les autres actions menées par la société civile aujourd'hui dans le cadre de l'éducation de la population, parce que c'est le point le plus important, dans le cadre de l'éducation de la population, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, pour que cette population sache quelles sont les valeurs de la démocratie qu'il faut préserver et qu'il faut alors appliquer dans la gestion des ressources naturelles du pays, afin que tout le monde puisse se retrouver. Justin, en dehors des médias. Justin, je vous ai appelé plusieurs fois. On a organisé des enseignements ici. On n'est pas les partis politiques. On appelle la société civile. On a de l'opposition comme de la majorité, partis politiques de la majorité comme de l'opposition. On a parlé de la redevabilité sociale. Ça, c'est un enseignement que j'ai appris à Porto Alegre, au Brésil. Parce que je suis altermondialiste. Je ne vous ai jamais dit ça. Je suis altermondialiste. Je voyage dans beaucoup de pays pour apprendre comment on peut faire la pédagogie des libérations. Je le dis, la redevabilité. Je dis comment on peut contrôler une commune. Comment on peut contrôler une ville? Comment on peut contrôler un secteur? Parce que toutes ces entités-là reçoivent de l'argent. Cet argent doit être au service de la population. Mais comment on le fait? Comment il faut faire? Comment on peut dialoguer? Comment on peut... Vous estimez avoir atteint votre objectif? Non. Mais non seulement ça. Répondu. Non seulement ça. Je suis en train de vous donner les exemples. Ici, j'ai organisé, j'ai dit en prévision des élections, il faut qu'il y ait des témoins électoraux. On a organisé. L'ensemble du pays représenté. Eh bien, il faut qu'ils aillent très bien travailler. Et dans beaucoup de pays, en fait, la société civile congolaise, c'est une société civile alimentaire. Elle n'a pas de moyens. Toutes ces ONG internationales qui circulent ici, elles obtiennent l'argent où? Des guichets de leurs banques respectives.
Non, je m'excuse beaucoup. Et donc, devrait avoir des moyens de la part de qui? Du gouvernement de la République. Parce que nous sommes nous sommes des associations qui travaillent pour aider le gouvernement à améliorer, à réaliser ses résultats. Donc le gouvernement, ce n'est pas les propriétés, ce n'est pas le chef de plantation. Le gouvernement, c'est une responsabilité dévolue à un groupe de personnes qui ont gagné les élections, mais en dehors du gouvernement, il y a d'autres acteurs, notamment la société civile, les partis politiques, qui sont membres effectifs de la République, qui ont chacun un rôle, et que les moyens disponibles doivent être non seulement répartis au niveau du gouvernement, mais également à l'opposition et à la société civile. Chacun doit faire son travail comme il se doit. C'est comme ça que je vous ai dit qu'en Allemagne, l'opposition a 25% pour qu'elle s'installe, elle est son leader, et qu'on travaille, on a la possibilité d'engager des experts pour aller faire des études dans le secteur, par exemple, de l'environnement, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de la décentralisation, dans le secteur des mines, etc. On engage, on leur fait des rapports, on analyse, et on essaie de critiquer le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui débloque l'argent pour donner à l'opposition. C'est cela. Et ça, c'est une question de vision. C'est une question de vision, je vous assure. Revenons un peu à la situation des regroupements politiques, plutôt, oui, de notre pays. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire si aujourd'hui, il y a des regroupements politiques qui peuvent présenter à la population des projets de société dans lesquels ils peuvent dire, voilà, lorsque nous serons en train de gérer le pays, nous allons ramener par exemple le taux de chômage qui est aujourd'hui estimé à 90% à 20%. Nous allons par exemple ramener le budget de 8 milliards à 50 milliards. Est-ce que vous en connaissez quand même? Mais là, vous êtes vraiment en train de me déranger. Vous êtes le mieux informé que moi et vous connaissez comment agissent nos partis politiques. On a des économistes dans tous ces partis politiques, mais qui ne travaillent pas. Ils font quoi? Vous avez déjà vu une matrice d'un parti politique et qui vous dit que le chômage est dans telle proportion? On connaît le chômage, le pourcentage, que lorsque il y a une ONG internationale a engagé 2-3 consultants qui n'ont pas fait un travail exhaustif et qui nous disent, bon, vous êtes en chômage informel à autant. Encore que même les partis politiques ne connaissent même pas qu'il y a une publication parce qu'ils n'entrent même pas dans l'Internet pour comprendre un peu tout ça. Parce qu'il n'y a pas un travail véritablement rodé et professionnel par rapport à toutes ces questions. C'est ça. Et je vous dis que le problème est très grave. Justin, je vous dis, on attendra longtemps. Te pose cette question. Quel est ce parti politique qui a une étude, qui connaît la situation, ce qu'on appelle en anglais baseline, qui a des données de base par rapport à chaque secteur de la vie nationale et qui connaît la situation, l'existant aujourd'hui. Le chômage, on est à quelle proportion? La faim, l'agriculture. Aujourd'hui, la production, à quelle proportion? Surtout que les chiffres, les statistiques sont balancés n'importe comment, n'importe quand à la consommation extérieure. Et donc, tout cela nécessite un travail professionnel, un travail des spécialistes, l'engagement des consultants. C'est comme ça que quand vous arrivez, par exemple, dans le siège du Parti socialiste en France, mais c'est plus qu'un bâtiment d'un président de la République. Allez chez les sociaux-démocrates, allez chez les conservateurs en Allemagne. Mais vous allez voir que c'est incroyable. Mais tout cela, vous avez des spécialistes de telle question, spécialistes de telle question. Vous savez, généralement, dans tous ces partis politiques, on appelle des gouvernements des partis politiques. On les appelle des secrétaires généraux, secrétariat général. Et vous avez des secrétaires généraux, des secrétaires nationaux. Il y a tel qui est l'environnement. Si vous posez la question, est-ce que vous connaissez quelles sont les réformes au niveau de l'environnement? Ils ne connaissent pas. Ils ne s'intéressent même pas. Parce que les questions, les discussions qui se font à l'intérieur, ce ne sont pas des discussions liées à ça. Lorsqu'il est ministre de l'Agriculture, vous savez qu'est-ce qu'est la production, quelle est la politique qu'il veut. Si vous arrivez, moi j'ai vu des questions comme ça, les spécialistes de la Banque mondiale discutent avec les membres du parti politique, on dit, quelles sont les grandes décisions que vous allez prendre si vous avez le pouvoir dans le secteur agricole? Chaos, donc on ne connaît pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas la préoccupation. Et pourtant, on a un secrétaire national à l'agriculture. On a un secrétaire national à l'environnement, on a un secrétaire national à la sécurité intérieure. Et tout cela, ce n'est pas une préparation. Chez eux, bon, on nomme les gens, etc. Bon, soyons là. Et puis bon, le jour où on a le pouvoir, on distribue. Ce n'est même pas le secrétaire à l'environnement qu'on va prendre pour être ministre. On va aller chercher un cousin ou un neveu ou le petit frère à sa femme, etc. Oui, et puis bon,
on les mêle dans la danse et on les appelle excellence. Et ils sont auréolés, je me souviens beaucoup, ils sont auréolés de ces principes d'excellence. On va déjà vers la fin de l'émission. Et peut-être cette notion d'excellence, il faut qu'on arrête ça. On arrête ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, excellence, messieurs, les ministres. Or, ce sont des ministres. Excellence en quoi? Je me souviens beaucoup, mais c'est vraiment dommage. C'est parce qu'ils doivent faire l'excellence sur ce terrain, c'est ça? Mais quand ils doivent faire... C'est un débat dans les étages. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo est typique. Hein? Les histoires d'excellence, etc. Ça sur le Congo, honorable, etc. C'est cette histoire très congolaise. Hein? Non, j'allais dire très aïroise. Il faut qu'on enlève ça, qu'on aille dans la logiciel pour dire que nous sommes des grands leaders, des grands militants, des grands combattants. Nous devons nous battre. Notre pays est un grand châtier. Nous devons nous battre. Ça ne sert pas les étiquettes, les étiquettes avec des étiquettes cataloguées qui n'ont aucune importance et qui nous apportent rien. Il faut que les gens se mettent sur les rangs, comme des bons soldats, sur les champs de bataille, pour que nous puissions relever le défi. Le vrai défi aujourd'hui, c'est lutter contre la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, il faut avoir des idées. Et ce sont des idées qui conduisent le monde. Aujourd'hui, on ne sent pas. Est-ce que vous sentez les ministres venir à dire, écoutez, moi, dans mon domaine, voilà comment j'attends réduire la pauvreté. Est-ce que dans mon domaine, voilà ce que j'attends réduire, faire ceci? Non. On n'entend pas. Même lorsqu'il y a des élections, on ne vous dit rien. On ne vous dit quelle est la situation réelle aujourd'hui, quelle est la situation d'arriver en ayant tel délai. Vous voyez, nous avons une discussion aujourd'hui. On vous dit non, mais écoutez, bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, etc. Et donc, il faut continuer. Je pense qu'il y a certaines choses tout ça, c'est parce qu'il y a un problème de programmation. Sans qu'on soit au courant de tout, je ne peux pas que vous ayez toutes les informations des différents ministères pour savoir ce qui se passe exactement tout le jour. Mais jamais travaillé. Attention. Je suis société civile, mais je travaille chaque jour pour connaître ce que font les ministères. Et j'entre sur le net et je prends aussi contact. Faites attention, moi je suis chercheur, j'enseigne à l'université. Donc il ne faut pas me considérer que je suis en train de dire les choses parce que je les dis comme ça. Non. Je suis un scientifique professionnel et je fais la consultante pendant plus de 20 ans sur le plan international. Donc je ne suis pas en train de parler des choses comme ça, en vrac, etc. Non. C'est pas ça. Voilà, M. Amba, je pense que nous n'avons pas encore assez de temps pour continuer. Il me reste seulement à vous demander votre conclusion. Qu'est-ce que vous pensez de ce que la RDC, notre pays, doit pouvoir faire pour qu'en fait notre économie nationale puisse en fait bénéficier des valeurs de la démocratie? Parce que nous nous sommes engagés sur la voie de l'émergence et il faudra nécessairement qu'on puisse avoir des résultats assez concrets. Oui, mais la question, elle est bien posée. Je pense que le Congo, c'est un grand pays avec des potentialités énormes. Nous sommes même gâtés par la nature et nous avons besoin de savoir véritablement les formules qui nous permettent véritablement de pouvoir booster le développement de notre pays.